Kinshasa a été la première ville choisie pour le compte de Waternet en vue de mettre en œuvre cette formation du droit international en eau douce. Jean-Marie Kileswe Onema circonscrit le cadre. Nous sommes ici à Kinshasa dans le cadre d'un atelier de formation de la SADC pour les pays francophones. Et cette formation s'est essentiellement axée sur le droit international et les articles sur les eaux souterraines des Nations Unies. Donc les ressortissants des pays francophones de la SADC ont été invités à prendre part à cette formation pour qu'ils puissent être plus équipés par rapport aux dispositions légales qui entourent les ressources en eau, non seulement au niveau de la région, mais également au niveau mondial et dans différents pays. Ici est de rappeler que la Terre est justement nommée planète bleue car 75% de sa surface est couverte d'eau. Cependant, l'eau douce représente moins de 3% de cette abondante ressource. Par conséquent, 1% seulement du stock d'eau est accessible aux besoins de l'homme. Vous allez nous passer votre nom. Vous avez une carte? Oui, je vais vous donner ma carte. Monsieur, Oui, bonjour. peut-on connaître l'objectif de la rencontre de ce jour à l'hôtel Sultan? Merci beaucoup. Nous sommes ici à Kinshasa dans le cadre d'un atelier de formation de la SADC pour les pays francophones. Et cette formation s'est essentiellement axée sur le droit international et les articles sur les eaux souterraines des Nations Unies. Donc les ressortissants des pays francophones de la SADC ont été invités à prendre part à cette formation pour qu'ils puissent être plus équipés par rapport aux dispositions légales qui entourent les ressources en eau, non seulement au niveau de la région, mais également au niveau mondial et dans différents pays. Mais pourquoi avoir choisi la ville de Kinshasa? Justement, il y a un effort qui est consenti au niveau de la SADC pour que les pays non anglophones, ça veut dire les pays francophones et lusophones, puissent prendre une part active. Il faut dire en effet que c'est pour la première fois qu'un atelier de formation dans le cadre du renforcement des capacités dans la gestion des ressources en eau est en train de prendre place ici à Kinshasa. Et je suis ravi que Kinshasa a été choisi pour être la première ville là où nous mettons en œuvre ces formations qui sont du moins aussi financées par les gouvernements de la République d'Allemagne et aussi le gouvernement britannique. Merci. Je crois que c'est suffisant. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, je parlais de la convention de Ramsar et sa mise en œuvre dans les bassins du Congo. De soumettre un texte déjà, on aurait pu le texte de religion relative aux zones humides analysées. Également comme habitat sous le nom de convention Ramsar, elle tente à répondre et indique le traité s'applique spécialement et affiné en 2000 national et par la coopération internationale compte actuellement 168 États de 2186 sites et couvrant 8 674 000, témoignant ainsi de l'engagement des États, des
déployés par les pays du Pacifique inscrits à la liste Ramsar. La ratification de la Convention par les États dit un traité non obéit à la procédure. Dans le cas des États est révélé par le secrétariat de la Constitution de l'Angola, 9 États en 2000, le Burundi en 2002, le Rwanda, la RCA, ratification constitue un acte nécessaire pour sa mise. Se vérifie à travers des actes matériels que l'État doit poser, doit observer le degré de réalisation de chacune de ces obligations. Il faut comprendre que la Convention de Ramsar suive pour montrer l'état d'engagement des obligations assignées par les États. La mise en œuvre des obligations découlant de la Convention, l'obligation d'inscription des sites sur la liste, l'obligation d'élaborer de consultation en cas d'une zone humide s'étalant sur devra désigner les zones humides appropriées de son tenues par le bureau institué en vertu de l'article 8 l'environnement et la vie verte par des eaux peu profondes. Une optique large pour définir les zones humides, de la cohérence des sites. La dernière partie de l'article à la zone humide et des îles où constitue l'épine dorsale de toute la mise en œuvre. Et là, ces chiffres démontrent plutôt 49 sites couvrant une superficie totale de 30. Comment dirais-je, des précisions, des questions, même sur le contenu qui a été fait au avant l'existence de ces parcs, il y a eu une population locale qui vivait. Et à part le tourisme et la conservation de la nature, j'aimerais avoir quelle autre importance. Nous avons besoin de dividendes, nous avons besoin de... En faisant de ces sites un site protégé, entrant dans le lien de sa politique. Voilà qu'on empêche l'État d'avoir accès aux moyens dont il a besoin à travers cette convention, mais en même temps, est-ce que faire d'une zone humide qui puisse permettre à une province donnée comme la province, ces sites dans la liste de Ramsar. Je vous remercie. Établir les mécanismes institutionnels responsables de la mise en œuvre mécanisme. Quand est-ce qu'on parle d'une zone humide, quelles sont les caractéristiques qui peuvent justifier qu'une zone est appelée une zone humide concrètement? Ce qui fait qu'une zone puisse être qualifiée d'humide, alors que d'autres ne sont pas qualifiées des zones humides. Si oui, quelles sont alors ces caractéristiques posées? On va pouvoir donner la parole au professeur, tout en rappelant que... De créer un site. Quelles sont les conséquences pour l'État lui-même, pour ce qui est de l'exploitation des ressources se situant à ce niveau-là? Je crois que c'est ça que l'intervenant voudrait savoir. Je ne crois pas que ceux qui ont préparé cette convention aient entendu soustraire le site à la souveraineté d'un État. Mais c'est l'intérêt de l'humanité qui a fait que
on protège certains sites à cause de l'importance qu'ils ont pour la vie sur Terre. Et alors, vous avez compris depuis ce matin que déjà dans la Convention de 97, il n'y a pas que la vie humaine, mais aussi la vie de la nature, des animaux, des plantes, etc. Alors, maintenant, si ce site reste propriété de l'État, qui a fait inscrire le site sous la protection pratiquement internationale, est-ce qu'il a perdu la souveraineté là-dessus? C'est une question maintenant de concilier les engagements internationaux avec ce qu'on a encore comme intérêt sur les sites inscrits. Je pense que les solutions sont dans le domaine des négociations. J'ai évoqué le cas qui vient de se produire il y a quelques mois concernant le parc de Virunga. Il y a eu un notable belge qui a été victime d'un certain traitement parce qu'il se préoccupe beaucoup de la nature. Et c'est sur le territoire de la République. Et c'est l'État congolais qui devait assurer la protection de l'intéressé. L'État congolais a l'obligation de gérer la population. Le fait d'inscrire un site sur la liste Ramsar ne signifie pas un abandon des obligations de l'État. Vous savez que le parc de mangrove est en régression. Les causes sont notamment les habitations et l'exploitation du bois qui sert à fabriquer le charbon. Les responsabilités de l'État restent réelles. On ne peut pas laisser la population s'établir comme elle veut. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour aller construire dans des zones protégées. Je crois que je me fais comprendre. On ne peut pas considérer que la population a la liberté d'aller détruire ces zones protégées alors que ces zones contribuent à la survie de l'humanité, contribuent à la survie des espèces. Je crois qu'on se comprend. Les obligations de l'État restent maintenues. Soko a eu des contacts avec l'État congolais pour l'exploitation du pétrole. Et à un moment donné, on considère que peut-être que les recherches ou les précautions n'ont pas été suffisamment prises pour que l'exploitation d'une richesse, d'une ressource, se concilie avec d'autres intérêts qui sont protégés et qui sont protégés